Nous allons commencer ce cours sur l'évolution artificielle en replaçant ces techniques dans leur cadre qui est celui des heuristiques d'optimisation. Dans ce slide, je vous rappelle mes coordonnées. Donc moi j'appartiens à l'INRAE, c'est le nouveau nom de l'Institut de recherche en agronomie, et j'appartiens au département mathématiques, informatique et applications. Donc vous trouverez mes coordonnées et aussi sur ma page perso, dans la rubrique cours Insta, vous trouverez tous les supports de ce cours. Alors, quand on dit optimiser, cela recouvre des questions qui peuvent être très variées. En règle générale, on distingue deux grandes catégories de ces questions d'optimisation, la catégorie des questions numériques et la catégorie des questions combinatoires. Alors, probablement, la catégorie numérique vous est peut-être plus familière, puisque vous avez rencontré dès le lycée, en cours de maths, des questions comme trouver l'optimum d'une fonction dérivable. Et donc, vous avez très vite appris que, en fait, l'optimum, maximum, minimum d'une fonction f de x se trouve à l'endroit où la dérivée, si f est dérivable, où la dérivée s'annule. Donc maximum ou minimum en f' de x est égal à 0. Voilà, alors ça c'est le cas, je dirais favorable, c'est le cas d'école, et en vrai, dans la vraie vie, on rencontre finalement relativement rarement ce cas d'école. La plupart du temps, on a affaire à des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués, où la fonction f vit dans un espace de grande dimension, où la fonction f n'est pas forcément dérivable, ou pas partout, et où elle a probablement souvent beaucoup d'optima locaux. Donc la question, et là on commence d'optima locaux, c'est-à-dire des optima où f' s'annule. Donc la question c'est de trouver ce qu'on appelle l'optimum global, ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est l'optimum global, c'est-à-dire l'endroit où finalement le plus petit des endroits, ou le plus grand des endroits où f' s'annule. Et donc là, on se trouve dans des cas où on a besoin d'algorithmes. Alors vous avez peut-être vu en début de première année des méthodes de résolution de ces problèmes, descente de gradient, etc., gradient conjugué peut-être, voilà. Donc, en gros, on a recours à des algorithmes. Mais il arrive encore qu'on se trouve dans des cas où les algorithmes eux-mêmes d'optimisation sont en échec pour donner une réponse exacte. Et donc, dans ce cas-là, on se trouve dans le cadre des méthodes dites heuristiques, c'est-à-dire celles qui vont nous donner une résolution approchée en un temps de calcul donné. Voilà, donc ça c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est l'optimisation combinatoire, combinaison. Probablement vous en connaissez aussi pas mal, on peut donner des exemples tout à l'heure, voyageurs de commerce par exemple, en gros, où là aussi on se trouve dans le même cas, où finalement les problèmes de petite taille, où on peut finalement explorer toute la combinatoire possible, toutes les combinaisons possibles, eh bien on peut les résoudre à la main, ou avec un algorithme qui regarde toutes les possibilités, ou un algorithme un petit peu plus futé, voilà, ce qui permet d'arriver à avoir, finalement, d'être capable de traiter des problèmes plus grands, et on verra que, malheureusement, il arrive aussi dans ces cas combinatoires qu'on a affaire à des problèmes tellement touffus qu'on n'est plus capable non plus d'arriver à avoir des méthodes qui donnent une réponse exacte. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous poser je dirais le contexte des méthodes heuristiques qui en fait sont un grand domaine de recherche de la recherche en optimisation. Alors, le premier exemple, peut-être le plus célèbre de problème combinatoire, c'est le problème du voyageur de commerce. Alors c'est un problème relativement ancien,
Et alors, un grand mathématicien qui s'appelle Sir William Rowan Hamilton, donc vivait au 19e siècle, un un mathématicien irlandais. Alors, comme les gens à cette époque-là, ils étaient un petit peu multi, compétences, et donc il était aussi physicien, astronome, voilà. Et donc lui, il a posé, ce problème de voyageurs de commerce. C'est le premier qui l'a mis en forme, sous forme d'un problème finalement de recherche de ce qu'il a appelé un cycle, et ce qu'on a appelé après un cycle hamiltonien, qui est un cycle qui permet de faire le tour finalement de tous les points du graphe. Donc là, si on formule ça en termes de vie courante, on peut dire qu'un voyageur de commerce doit visiter une seule fois un nombre fini de villes sur une carte pour son travail, et il doit revenir au point d'origine, donc un cycle, et il veut finalement minimiser son temps de parcours ou sa consommation d'essence, ou, bah, je sais pas, le temps passé sur l'autoroute, ou enfin bon, tout autre critère, mais il veut trouver un ordre, donc il y a une combinatoire là, de façon à ce que ce critère-là soit minimal. Voilà. Alors ça, c'est un problème qui a agité puis qui agite encore beaucoup les communautés de recherche. C'est un problème dit NP complet. Alors pourquoi NP complet? Parce que, alors NP pour non polynomial, donc ça veut dire que si on a un algorithme qui permet de le résoudre euh, de façon exacte, en fait, le temps de calcul passé à le résoudre n'est pas une fonction polynomiale euh, du nombre de villes, mais quelque chose de moins favorable. Voilà. Donc ça veut dire que le temps de calcul croît de façon euh, euh, extrême par rapport au nombre de villes. Et donc on va très vite, c'est-à-dire à partir d'un problème de 10 villes, ou qui est relativement simple, on va très vite à des problèmes qui ont un espace de recherche absolument monstrueux, et sur lesquels les algorithmes sont finalement relativement rapidement mis en échec. Alors, chaque année, chaque décennie, il y a des records de vitesse de calcul sur ces problèmes-là, avec des benchmarks qui sont partagés sur le net. Et donc là, j'ai un petit peu vérifié. En 2020, j'ai vu qu'il y avait des outils commerciaux qui étaient capables de donner une résolution exacte du problème du voyageur de commerce pour 2500 villes en quelques secondes. Voilà. Maintenant, je dirais les mastodontes des problèmes NP complets, on a vu que, par exemple, en 2018, il y a un benchmark qui s'appelle World TSP Tour, qui a quasiment 2 millions de villes, donc vous voyez un peu la taille. Et bien là, les algorithmes, et les meilleurs algorithmes, sont des algorithmes, des heuristiques, des algorithmes approchés, qui donnent le meilleur résultat à 5% près. Voilà, donc ça c'est l'exemple du voyageur de commerce. Un autre exemple qui vous est peut-être familier, c'est le problème du sac à dos. L'idée, c'est de remplir un volume, un sac, qui a un contenant limité, donc par exemple en poids, avec des objets qui ont eux aussi un poids, une taille et un coût. Voilà. Ou alors, si vous faites votre bagage, comment dire, une mesure de l'importance que vous accordez à cet objet pour l'emporter en voyage. Voilà, et donc la question c'est comment choisir les boîtes de façon à maximiser finalement le coût ou le critère de qualité, tout en ne passant pas les contraintes. Alors ça, c'est un problème aussi qui est assez combinatoire, assez difficile. Et puis, assez souvent, il s'avère qu'on a des contraintes supplémentaires, comme le volume limité, à un objet par catégorie, etc. Et donc, ça, c'est un autre exemple de problème combinatoire. Alors, des problèmes combinatoires, on en a énormément, ça existe depuis tout temps, ça a toujours fasciné l'esprit humain, ne serait-ce que les jeux, le jeu d'échecs, le jeu de Go, le Tetris par exemple, ce sont des problèmes combinatoires. Et puis il y a des problèmes qu'on peut aussi formuler comme des problèmes de graphes, et qui sont aussi des problèmes combinatoires, des problèmes de couleurs, colorier une carte, ce sont aussi des problèmes combinatoires.
Donc, en gros, là, tout ça, le but, de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est de vous montrer que on nos algorithmes d'optimisation ou nos méthodes d'optimisation, hem, en fait, souvent se trouvent bloqués, sur des frontières de complexité. Alors moi, c'est ce que j'ai appelé optimiser en conditions hostiles. Et donc, c'est là qu'on commence à avoir besoin de méthodes, qu'on appelle heuristiques. Donc c'est des méthodes qui, finalement, reposent sur des techniques d'approximation et qui résolvent le problème, qui nous donnent une réponse approximée. Voilà, et donc l'idée un peu générale de ce cours, c'est de vous montrer que, parmi les algorithmes, heuristiques, existants, l'algorithme évolutionnaire, qui lui repose sur, une notion de population, on verra après, et bien, a vraiment une capacité à répondre, de façon efficace à de nombreux problèmes, complexes, NP complets, et cetera. Alors le terme, consacré qu'on utilise, actuellement pour qualifier ces méthodes, c'est, plutôt, des méta-heuristiques. Alors, méta, en gros, j'entrerai pas dans le débat de qualification autour de ces méthodes parce que c'est un sujet un petit peu complexe, hein. Comme toujours quand on a des sciences qui évoluent, les termes aussi évoluent. Alors l'idée de méta, c'est de dire qu'on va se placer à un plus haut niveau, et donc, à mon sens, ça contient l'injonction d'aller trouver un optimum global, c'est-à-dire le meilleur de tous les optima locaux qu'on peut trouver avec des méthodes algorithmiques locales. Et donc en fait, l'heuristique découle du grec euriskein qui veut dire trouver. Alors après, on trouve différentes définitions de ce terme-là. Wikipédia nous dit une méta-heuristique est un algorithme d'optimisation visant à résoudre des problèmes d'optimisation difficiles, souvent issus des domaines de la recherche opérationnelle, de l'ingénierie ou de l'IA, pour lesquels on ne connaît pas de méthode classique plus efficace. Alors, vous allez voir, donc que ces méthodes, et puis vous le constaterez si vous faites un petit peu de biblio ou de recherche autour de ces techniques, vous verrez qu'elles sont quand même beaucoup fondées sur un échantillonnage probabiliste, qui en fait sur lequel repose l'idée d'optimisation. On n'est plus capable d'explorer l'ensemble des combinatoires ou l'ensemble de l'espace numérique. On va devoir échantillonner, donc faire des sondages probabilistes. Et puis, la plupart du temps, l'inspiration de ces techniques repose sur l'observation de systèmes naturels, physiques ou biologiques. Alors, alors c'est difficile d'aller trouver une classification de ces techniques. En gros, on peut aller les classer, je dirais, par complexité croissante. Donc c'est d'où la flèche, de gauche qui va de haut en bas. Hem, alors, il y a des méthodes qui sont extrêmement simples, qu'on appelle, gloutons. Donc, des exemples assez simples de méthodes gloutons, c'est des méthodes qui vont par exemple des méthodes locales en optimisation numérique, qui vont trouver, heu l'optimum local le plus proche et puis, garder cet optimum local et continuer cette recherche et en gros garder le meilleur optimum local, rencontré. Donc ça, évidemment, ces méthodes-là, elles peuvent être très vite perdues et donc ne pas donner une réponse, un optimum qui soit très précis, mais par contre, elles peuvent fonctionner très rapidement. Heu, En fait, toute cette classification repose sur le compromis entre le temps de calcul qu'on accorde à la recherche de l'optimum et puis, la qualité du résultat. Alors après, il y a des méthodes qui sont un petit peu plus complexes, qui reposent sur, finalement des décompositions, soit de l'espace de recherche, soit de la fonction à optimiser, donc ça c'est très spécifique suivant le problème. Des méthodes dites à base de voisinage aussi, qui consistent à réexploiter des heuristiques classiques et puis à les combiner, à les orchestrer avec, des systèmes un petit peu,
probabiliste. Alors, l'exemple que vous avez peut-être rencontré, c'est le recuit simulé, hein. Donc ça, le recuit simulé, par exemple, c'est une méthode qui euh, est inspirée de la physique et consiste à finalement euh, accorder euh, un droit d'erreur local à la fonction en disant ben voilà, je me suis bloqué sur un optimum local, euh, je peux m'accorder le fait de trouver un autre optimum local à côté qui soit moins bon, mais ça peut me permettre de finalement continuer mon exploration. Bon, si on a le temps au cours du cours, je détaillerai un peu les techniques de recueil simulé. Si vous avez de la curiosité, ça vaut le coup d'aller chercher sur le net des exemples et des explications sur ces techniques-là. Voilà. Mais en gros, ce sont des méthodes qui vont orchestrer finalement une technique de recherche locale en faisant des choix probabilistes. Et puis, il y a la grande famille des méthodes à base de population, qui, elles, explorent finalement plusieurs solutions en parallèle. C'est-à-dire, elles explorent le fait qu'en posant plusieurs individus sur un espace de recherche, eh bien, on va gagner des informations et en organisant les communications entre points de notre espace de recherche, eh bien, on peut arriver à fabriquer des algorithmes qui ont une vraie puissance finalement, d'heuristique, c'est-à-dire d'arriver à approximer euh, euh, un optimum global avec un compromis temps de calcul qui peut rester raisonnable, mais qui est quand même plus coûteux. Et donc, parmi ces méthodes à base de population, on trouve les algorithmes évolutionnaires. On trouve aussi d'autres techniques comme les algorithmes à colonies de fourmis, les algorithmes à essaims. Alors, on n'en parlera pas dans ce cours parce que finalement le cours est relativement court, mais donc pour les gens intéressés, ça vaut le coup de creuser un tout petit peu la question. La suite du cours est consacrée aux algorithmes dits évolutionnaires. Alors le terme évolutionnaire est un anglicisme que les Français ont spécifiquement gardé pour le distinguer de évolutionnisme, qui est la théorie de Darwin, comme nous allons le voir. Mais en fait, on a choisi de garder évolutionnaire à partir de evolutionary pour bien distinguer le fait que évolutionnaire, c'est quelque chose qui est inspiré de l'évolutionnisme et qui ne vise pas à copier l'évolutionnisme. Alors, l'évolutionnisme, c'est une théorie qui a été proposée par Darwin, enfin qui a été formulée par Darwin, parce que c'était quand même issu d'idées qui ont émergé progressivement au cours du 19e siècle. Et en fait, Charles Robert Darwin, dont je vous ai inscrit des dates ici, 1809-1882, a été finalement le fer de lance, le premier à oser écrire un article, un livre sur justement cette théorie-là, qui est une théorie qui va à l'encontre d'un certain nombre de théories philosophiques où on dit que les espèces sont fixées une fois pour toutes et ne varient pas. Là, ce qu'il explique, c'est qu'une espèce se crée et évolue en fonction de facteurs qui sont des facteurs non dirigés, qui sont des facteurs que nous on dit maintenant aléatoires. Alors comment ces naturalistes finalement sont parvenus à ces constatations? Eh bien c'est par l'observation. Et donc la façon dont les naturalistes travaillaient à l'époque et pendant de nombreuses années auparavant, c'était de suivre les grands voyages, alors en particulier les vaisseaux, donc d'embarquer sur des vaisseaux qui étaient soit des vaisseaux de géographes, soit des vaisseaux d'exploration, soit des vaisseaux militaires. Tous ces vaisseaux-là avaient un naturaliste à bord la plupart du temps, et en fait le naturaliste était chargé de répertorier toutes les espèces qu'il pouvait rencontrer au cours du voyage. Et donc Darwin, il a fait ça en 1831, il a fait un voyage de 5 ans sur le vaisseau qui s'appelait le Beagle, et ça lui a permis de faire un tour du monde, de s'arrêter à différents endroits. Là, vous voyez la carte avec son itinéraire, et en particulier, il s'est arrêté aux îles Galapagos, qui, en fait, dont
les constatations qu'il a faites là-bas lui servent vraiment d'appui pour expliquer sa théorie de l'évolution. La formulation de la théorie de Darwin repose sur un certain nombre de constatations qu'il a faites sur les populations d'oiseaux en particulier sur les îles Galapagos. Donc, les îles Galapagos, c'est un chapelet d'îles où en fait chacune des îles représente finalement un environnement isolé des autres. Et ce qu'il a constaté, c'est que les espèces évoluaient différemment suivant les endroits où ils se trouvaient et suivant finalement leurs conditions de vie. Et en particulier pour un oiseau qui maintenant s'appelle le pinson de Darwin, qui a une parenté avec le pinson européen, eh bien, il a constaté que suivant l'île où il se trouvait et suivant le type de nourriture qu'il trouvait, dont il se nourrissait, eh bien, il avait évolué avec des caractéristiques de forme de bec qui le rendaient très adapté au type de nourriture qu'il trouvait. En fonction, par exemple, s'il trouve des insectes, des fruits, des graines ou du nectar. Voilà, alors ça a permis à Darwin de formuler sa théorie de la sélection naturelle. Et donc, je retranscris un petit bout de son livre où il dit que, par métaphore, la sélection naturelle recherche à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organique et inorganique. Voilà, donc en fait, la sélection naturelle, ce qu'il dit, c'est qu'elle finalement elle agit de façon opportuniste en fonction de variations qui, elles, ne sont pas dirigées. Donc maintenant, on dit que ce sont des variations aléatoires. Et puis, la sélection naturelle fait le tri là-dedans. Alors, cette idée-là a tout de suite, très vite, paru très très attirante pour les gens qui faisaient des algorithmes. Et donc, dès les débuts de l'intelligence artificielle, on s'est beaucoup intéressé à justement cette approche à base de population. Et donc l'idée du darwinisme artificiel, c'est d'utiliser les principes d'évolution organique en tant que technique d'optimisation globale. Donc, où on dit ça, on formule ça autrement en disant on veut imiter les phénomènes d'apprentissage collectif, en particulier l'adaptation des populations naturelles. Alors, ça s'est organisé historiquement en deux grands courants, on va dire, qui sont des courants plutôt européens et puis plutôt américains. Alors, ça a donné après, finalement, des algorithmes qui ont paru différents dans un premier temps, et puis on verra que au fur et à mesure des années, ces principes-là, on en trouvait tellement d'équivalence l'un avec l'autre qu'on a fini par regrouper ces deux grands courants initiaux, il y a une vingtaine d'années, on les a regroupés sous le terme évolution artificielle, ou evolutionary algorithm, algorithme évolutionnaire. Voilà, donc il y a deux grands courants. Il y a un courant plutôt américain avec des personnes comme John Holland et puis son étudiant David Goldberg, qu'on appelle algorithme génétique ou système de classeur, on verra tout à l'heure. Et puis il y a, donc là c'est plutôt, originellement c'était plutôt le milieu IA, le milieu éventuellement optimisation combinatoire. Et en fait en Europe, parallèlement, à quasiment au même moment, il y a des gens comme Ingo Reichenberg et Hans-Paul Schwefel, qui sont des gens qui étaient à Berlin, et puis maintenant à Dortmund, qui, eux, qui ont fait de l'optimisation numérique. Donc, par exemple, Hans-Paul Schwefel avait fait sa thèse sur l'optimisation d'une tuyère d'avion par un algorithme de stratégie d'évolution, on appelait ça. Voilà, donc les termes aussi étaient différents, donc stratégie d'évolution et evolutionary computation du côté plutôt européen. Alors il y a un peu une exception parce que Lawrence Vogel, qui était un Américain,
à travailler aussi en parallèle et un peu avec ce groupe allemand. Et donc, en gros, on a deux pôles qui sont algorithme génétique et stratégie d'évolution. Voilà. Bon, après, ça finit par fusionner, comme vous verrez. Alors, le principe de l'évolution artificielle, donc c'est d'utiliser ces principes finalement extrêmement simples et séduisants de l'évolutionnisme en disant, ben voilà, ce qui pousse l'évolution, c'est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle repose sur juste des petites variations aléatoires. Alors, Darwin disait macroscopiques et microscopiques au sein des espèces, une notion d'hérédité, c'est une transmission d'un certain nombre de caractères, et puis l'opération de sélection naturelle qui en gros fait le tri là-dedans et dit, ben voilà, la lignée qui possède une variation utile dans son environnement, elle va se reproduire plus, et donc va finalement occuper plus la population, l'espace, etc. Voilà, et donc du coup, on a fabriqué ce qu'on appelle des algorithmes évolutionnaires, en disant, ben voilà, on va... Alors là, ce que vous avez sous les yeux à droite sur ce transparent, c'est la fameuse boucle évolutionnaire, où on explique qu'on a une population de parents qui est sélectionnée, donc les meilleurs au regard de ce qu'on cherche à faire, subit une des mutations des croisements pour fabriquer des enfants, et ensuite, à leur tour, ils sont de nouveau considérés comme des parents, et ainsi de suite. Donc les générations sont organisées comme ça, et donc l'idée c'est d'imiter la sélection naturelle en faisant une sélection artificielle et des variations qui sont des variations aléatoires. Voilà, donc les composantes de ces algorithmes ils sont finalement relativement simples. On va manipuler une population d'objets dans notre programme qui vont subir une sélection. Alors justement, on simule une sélection naturelle, mais en fait, l'idée c'est par exemple, d'optimiser. Donc on va pouvoir dire, chacun des objets, ça peut être un point de mon espace de recherche, et puis je vais sélectionner ceux qui vont optimiser une certaine quantité au regard du problème que je cherche à résoudre. Si je veux optimiser la fonction f, je calcule f de mon individu, et donc suivant qu'il est plus ou moins bon, eh bien on va pouvoir dire celui-là va avoir tendance à se reproduire plus ou pas. Et puis il y a des opérateurs génétiques qui sont finalement des opérateurs de variation. Et donc vous verrez que ces opérateurs génétiques mettent en jeu des générateurs aléatoires un petit peu dans tous les sens. Et ces trois composantes, ces trois ingrédients, forment finalement la base de notre technique de darwinisme artificiel. On simule une évolution artificielle d'une population d'objets. Dans un cadre d'optimisation, la stratégie toute simple consiste à dire j'ai une fonction f de x à optimiser, et chaque individu de ma population est une solution, donc est un x. Voilà. Et alors, en fait, la boucle évolutionnaire, là que j'ai représentée en bleu sous une forme un petit peu différente, mais je pense que vous reconnaîtrez les composantes, eh bien, va agir sur une population qui va être initialisée, on voit en bas à gauche, de façon aléatoire sur tout l'espace de recherche. Et donc la boucle évolutionnaire agit pour concentrer la population, et normalement sur le haut de la bosse. Alors évidemment l'exemple que je vous donne où là on a une fonction super lisse, eh bien c'est le cas typique où justement l'algorithme évolutionnaire n'est pas forcément intéressant, puisque vous savez que pour une fonction lisse dérivable et avec un seul optimum, eh bien probablement une solution analytique est infiniment plus rapide et plus simple. Mais bon, à titre d'exemple, vous voyez un peu quelle est l'idée. Alors, je vous disais tout à l'heure, les algorithmes évolutionnaires, c'est un ensemble de techniques issues finalement de ces deux grandes techniques initiales, de ces deux pôles de recherche initiaux. Et donc vous trouverez des termes aussi variés que algorithme génétique, stratégie d'évolution, programmation évolutionnaire, programmation génétique, système de classeurs, etc. Et toutes ces techniques-là reposent sur les mêmes ingrédients que ce que je vous ai décrit précédemment. Voilà, donc on appelle ça les algorithmes évolutionnaires.
Alors, comme finalement ces techniques-là, elles reposent sur, des notions biologiques, mais elles ont été ces notions biologiques ont été, adaptées, capturées, détournées pour, en fait servir de schéma, à la fabrication d'algorithmes. Donc, on a, dans le milieu algorithme évolutionnaire, on a capté des notions de biologie et puis on les a transformées en, en algorithme. Donc pour un algorithme évolutionnaire, un individu, c'est une solution ou un vecteur dans un espace de recherche. Voilà, une population, c'est un ensemble de solutions. Alors, on parle assez souvent, surtout pour les algorithmes génétiques, de chromosomes. Alors le chromosome, c'est une représentation, donc en biologie on sait ce que c'est une représentation, pour notre méthode d'optimisation, c'est une représentation sous forme de code de la solution. Donc un codage de la solution. Exemple, le codage binaire, on verra tout à l'heure un exemple d'algorithme génétique à codage binaire. Le croisement ou la recombinaison, c'est une opération sur deux codes. La mutation, c'est une opération sur un code. Vous voyez, le parallèle, c'est quand même aussi, repose aussi beaucoup sur une simplification des notions biologiques qui, elles, peuvent être extrêmement complexes. L'environnement, c'est l'environnement pour l'algorithme évolutionnaire, c'est l'espace de recherche. Et après, on parle de fitness, de degré d'adaptation à l'environnement. Et en fait, pour la méthode d'optimisation, c'est la valeur de la fonction optimisée. Et enfin, quand on évolue, quand on fait évoluer un algorithme évolutionnaire, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il va finalement pousser sa population vers le maximum global de la fonction. Voilà. Alors, le moteur, alors on l'appelle le moteur évolutionnaire, la composante fondamentale de l'algorithme génétique, c'est cette boucle évolutionnaire que j'ai représentée à droite. Et en gros, cette boucle, c'est une succession d'opérations qui, finalement, représente ce qu'on imagine, ce qu'on a tiré de la théorie de Darwin. Et donc, pour pouvoir sélectionner et fabriquer des descendants, il faut pouvoir évaluer. Donc l'idée, c'est d'estimer la qualité d'un individu. Et donc c'est là que on va fabriquer, on va intégrer notre fonction qu'on cherche à optimiser. Donc en termes de vocabulaire, on parle aussi de fitness, de performance, de fonction d'évaluation ou d'adaptation à l'environnement. Alors, vous voyez, le vocabulaire est assez spécifique et très bio-inspiré. Et donc, pour finalement rentrer dans ces techniques, il faut un petit peu se mettre dans la tête ce vocabulaire qui est un détournement du vocabulaire biologique. Donc, la sélection consiste à trier les meilleurs individus. Alors, on verra, je vais détailler un point par point tous ces éléments du moteur évolutionnaire. L'idée, c'est d'utiliser des tirages aléatoires, biaisés, pour sélectionner les meilleurs individus, mais pas tout le temps. Voilà. Et en fait, ensuite, après sélection, on reproduit. C'est-à-dire, on va fabriquer des descendants, des enfants, des parents, en appliquant des opérateurs génétiques. Croisement, mutation. Et ces opérateurs génétiques sont appliqués avec des probabilités de croisement, probabilité de mutation. S'il y a plusieurs mutations, on verra qu'il y aura plusieurs probabilités de mutation, etc. Ces techniques-là et ces opérateurs génétiques, ils vont être fortement liés à la façon dont on représente l'espace de recherche. Et donc à cette correspondance entre solution et codage ou chromosome. Et on parle aussi, toujours le parallèle biologique, on parle de phénotype et de génotype, de passage de phénotype à génotype. Voilà. Alors, une dernière étape très importante aussi de cette boucle évolutionnaire, c'est le remplacement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va fabriquer la génération suivante à partir de la génération actuelle. Et donc, c'est là qu'intervient justement le côté, l'élitisme, parce que là, on est dans un cadre où on fait de l'optimisation, donc finalement on détourne
les principes biologiques pour en faire un algorithme d'optimisation. Et donc ce qu'on veut, c'est que par exemple, si on a trouvé une bonne solution dans la population parent, on ne veut pas la perdre dans la population enfant. Donc l'élitisme joue le rôle de mémoire pour permettre finalement de garder ce qu'on a réussi à obtenir de bien jusqu'à maintenant. Et donc l'idée, c'est de gérer cet élitisme par ce qu'on appelle des pourcentages de renouvellement de la population, et vous verrez tout à l'heure que ça correspond à différents types de stratégies. Il y a des stratégies qu'on appelle mu plus lambda ou mu virgule lambda, on donnera les détails tout à l'heure, mais ça permet finalement de régler la part d'élitisme, la part de mémoire et la part de recherche. Voilà. Alors évidemment, ce processus doit être initialisé, cette boucle doit être initialisée et arrêtée. Donc là, l'initialisation, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne connaît pas notre espace de recherche, on ne connaît pas notre problème, eh bien on fait un échantillonnage aléatoire régulier, mais ce qu'on essaie, c'est de faire que la population soit la plus diverse possible et répartie la plus largement possible sur notre espace de recherche. Alors évidemment, et c'est là que c'est très pratique, que ces techniques sont très pratiques, c'est qu'on peut introduire des solutions initiales. Si on a une idée de quel est l'endroit où on a eu une bonne solution, on peut l'introduire dans la population. On peut aussi restreindre la recherche en initialisant la population à un endroit où on sait que là, on est sûr de trouver l'optimum, et ailleurs, on est sûr qu'on ne va pas trouver l'optimum, donc on va finalement poser la population initiale dans une certaine zone de l'espace de recherche. La question difficile, c'est maintenant cette boucle évolutionnaire, c'est un processus itératif, quand est-ce qu'on l'arrête? Alors, il y a différents critères. Il y a des critères, je dirais, pragmatiques, comme le fait qu'on a un temps de calcul donné à consacrer à notre algorithme. Eh bien, ça peut correspondre à un nombre de générations limite, et bien on va s'arrêter quand on a fait, je sais pas, 100, 1000, 2000, 1 million de générations. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des critères de stagnation, qui sont finalement issus de la compréhension du phénomène, justement, de la dynamique de ce système à base de population. Ce système a tendance à concentrer, on verra un petit peu plus tard aussi, j'expliquerai, euh, a tendance à concentrer sa population. Et en fait, à partir d'un certain seuil, on se rend compte que cette concentration ne peut plus amener d'individus ou d'amélioration au sens de l'optimisation, et donc on peut déterminer différents critères de stagnation et ainsi arrêter l'algorithme plus ou moins tôt en fonction de ce qu'on souhaite comme précision de résultat. Et évidemment, une fois qu'on a arrêté la population, qu'on a la dernière population, eh bien, la plupart du temps, quand on fait de l'optimisation euh, évolutionnaire, on garde comme approximation de notre optimum global le meilleur individu de la dernière génération. Et voilà. Revenons à notre moteur évolutionnaire. Donc là, je vais, dans les slides qui vont venir, je vais décrire un certain nombre de composantes. Alors, il faut savoir que finalement, le moteur évolutionnaire, c'est pas un seul algorithme, c'est un ensemble de composantes qui forment différents algorithmes. Et donc, le choix des différents opérateurs qui vont composer ce moteur évolutionnaire peut être fait à façon, c'est-à-dire suivant l'espace de recherche, suivant le problème qu'on cherche à résoudre, suivant la forme de la fonction d'optimisation, suivant le temps de calcul, la machine à laquelle on a accès, etc. Donc c'est un énorme avantage puisqu'on peut faire du sur-mesure, et une difficulté, c'est qu'il faut faire un choix et adapter ce choix à finalement des performances qu'on souhaite obtenir sur nos différents algorithmes. Alors il y a quand même un certain nombre de choix classiques, c'est ce que j'essaie de vous décrire ici. Revenons aux composantes du moteur évolutionnaire. La composante renouvellement est extrêmement importante. En gros, l'idée du renouvellement, c'est de dire, voilà, je vais fabriquer mes descendants, mais je vais quand même garder mémoire des bonnes solutions que j'ai trouvées. Donc il faut à la fois que je renouvelle ma population pour faire
tourner mon algorithme, faire avancer mon algorithme, mais il ne faut pas que je perde, mes bons résultats que j'ai trouvés jusqu'à maintenant. Donc ça se caractérise par essayer de garder une élite et donc on pense en termes de taux de renouvellement. Une population de taille mue va pouvoir se renouveler, avec un taux de renouvellement qu'on peut fixer. Alors, justement, là, il y a 2 grandes stratégies. Il y a une stratégie où on fixe ce taux de renouvellement et donc, dans ce cas-là, on le fixe une fois pour toutes et puis, ça l'algorithme se déroule ou, une stratégie où le taux de renouvellement est variable. Les 2 ont des avantages. Ça va dépendre aussi de votre problème à résoudre. Donc, c'est aussi pour ça que le cours de la fois suivante va être, consacré à, un TP, en partie un TP, pour vous apprendre à régler votre algorithme. Alors, le taux de renouvellement fixe, on dit qu'on a mu par an, on veut fabriquer, la génération suivante qui a mu, individus. Donc, elle peut être composée de mu moins lambda meilleur parent et de lambda enfant. Les lambda enfants étant créés par nos opérateurs génétiques, croisement et mutation, appliqués avec certaines probabilités. Donc là, dans l'exemple, je dis, voilà, j'ai lambda enfants qui sont créés soit par croisement, soit par mutation, chacun avec une probabilité associée. Bon, ça, c'est le taux de renouvellement fixe. On assure qu'il y ait finalement un taux de sang nouveau qui va toujours être lambda. Le taux de renouvellement variable, alors, a l'avantage de dire, ben, j'ai pas à faire mon choix sur, quelle est la taille de mon élite, mu moins lambda, ça va se faire tout seul. Avec, certains inconvénients aussi, donc, ça c'est à voir en fonction du problème. Et donc le taux de renouvellement variable fonctionne en disant: «J'ai mu par an, je fabrique lambda enfant de la même façon que précédemment, mais au lieu de, finalement décider que, j'en garde à une proportion fixe et puis, je garde une proportion fixe des mu par an, là cette fois-ci, je fais une population intermédiaire de taille mu plus lambda et je garde les mu meilleurs». Ce qui fait qu'effectivement, suivant les enfants qui sont créés, eh bien, il y en a qui vont être gardés ou pas, par rapport aux parents aussi pareil. Donc, du coup, on a une gestion variable. Alors c'est intéressant, mais ce taux de renouvellement, dans certains cas, peut amener à stagnation prématurée, quand par exemple on se trouve dans un cas où les mu-parents ne sont pas capables de fabriquer les lambda d'enfants qui sont meilleurs qu'eux. Et donc dans ce cas-là, on a une stagnation. C'est un exemple où on peut avoir stagnation. De la même façon, on peut enchaîner les opérations en parallèle ou en cascade. Dans l'exemple précédent, alors c'est ce qu'on appelle les ES, les stratégies d'évolution, mu plus lambda et mu virgule lambda, appliquent traditionnellement les opérateurs en parallèle. Ça veut dire qu'un enfant est soit muté, soit croisé. Et donc, ce qui fait que la probabilité de croisement et la probabilité de mutation est égale à 1. En algorithme génétique, donc je dirais la tendance américaine, la tendance historique américaine, on avait préféré avoir une opération qui était faite en cascade. Et donc, 2 parents sont sélectionnés, on les croise avec une probabilité PC, et ensuite les 2 enfants qui sont issus du croisement sont mutés avec une probabilité PM. Donc cette fois-ci, PM et PC n'en sont plus reliés par cette obligation de soit je croise, soit je mute. Et donc on peut avoir PC plus PM inférieur à 1 ou très supérieur à 1, etc. Et donc ce qui fait qu'on a une proportion d'individus qui sont soit croisés non mutés non croisés ou inchangés, qui est différente. Ce qui donne des propriétés de mélange qui sont un tout petit peu différentes. Et donc là encore, ça va dépendre, du problème auquel on a affaire. Enfin, la question de la pression sélective est elle aussi extrêmement importante. Alors, la stratégie qui consiste à dire, qui est une stratégie, je dirais, canonique, qui consiste à dire: «Je vais fabriquer une probabilité de sélection de mon individu, qui va être directement proportionnelle à ma fonction de fitness». Donc ça veut dire que P de X est égal à F de X sur la somme pour toute la population des F de Y pour tous les Y appartenant à la population. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une roue de la fortune, en disant que chaque secteur de ma roue est proportionnel au fitness de mon individu.
Ça va réellement très fortement dépendre des valeurs de la fonction de fitness. Et si par exemple, il y a une valeur de fonction de fitness qui est très, très, très forte par rapport aux autres, autrement dit, on appelle ça un super individu, eh bien il va être toujours sélectionné, quasiment toujours sélectionné, et il va très vite dominer la population. D'où risque de convergence prématurée. À l'opposé, on peut aussi avoir des cas où finalement tout le monde est à peu près dans le même dans la même gamme de valeurs en f de x. Et dans ce cas-là, on va avoir des secteurs qui sont quasiment équivalents, et donc ici, on va avoir une probabilité de sélection qui va être très plate, qui va occasionner finalement une stagnation de la population, un ralentissement de l'évolution. Donc inefficacité par ralentissement ou inefficacité finalement concentration prématurée sur un optimum dont on ne sait pas encore s'il est global ou local. Voilà, donc ça, ce sont les risques de la pression sélective, je dirais, canonique directe. Donc l'idée, et donc là, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées pour justement gérer ce qu'on appelle la pression sélective, c'est-à-dire le facteur qui gère la probabilité de sélectionner le meilleur individu au rapport de la sélection d'un individu moyen. C'est dans l'exemple en bas à droite, c'est le facteur C, qui est un facteur de pression sélective. Alors, l'idée pour implémenter ça, c'est de dire qu'à chaque génération, on peut transformer les valeurs de x, enfin, transformer finalement la formule P de x en fonction de f de x, en rajoutant finalement une transformation affine intermédiaire sur f de x, de façon à assurer que la probabilité de sélection du meilleur individu soit c fois la probabilité de sélection de l'individu moyen. Ça nécessite de recalculer pour toute la population à chaque génération l'ensemble des trucs. Ça peut être efficace dans certains cas, ça peut demander des calculs un peu trop importants dans d'autres cas. Alors une autre stratégie consiste à faire ce qu'on appelle du ranking, et donc dans les boîtes à outils, dans les différentes boîtes à outils que vous pouvez trouver sur le net et dont on vous apprendra à vous servir au cours des TP qui suivent, eh bien vous verrez qu'on a le choix de différentes techniques de sélection, et au nombre desquelles il y a ce qu'on appelle le ranking, c'est-à-dire la sélection par le rang. Donc en gros, l'idée, c'est de dire je vais affecter une probabilité qui dépend non pas des valeurs de la fonction de f de x, mais le rang du rang de l'individu quand on a classé les individus à partir de f de x. Donc vous voyez que finalement, euh, la façon dont on utilise la fonction de fitness, et finalement, l'information extraite est finalement très 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 simple. C'est juste permettre de fabriquer une probabilité de sélection ou fabriquer un classement. Voilà. Et donc, pareil, dans le ranking, on peut imposer qu'il y ait ce fameux facteur C qui va gérer la sélection, la pression de sélection, la pression vers le meilleur individu. Alors une dernière méthode qui est aussi assez efficace et pour lequel le facteur qui gère la pression est assez efficace algorithmiquement, c'est le tournoi. Et en gros l'idée c'est de dire je sélectionne un certain nombre d'individus, peu, dans ma population et je garde le meilleur individu. Donc je fais un sous-échantillonnage de ma population, très petit, et je garde le meilleur individu de ça. Je refais un autre sous-échantillonnage, je regarde le meilleur individu. Donc à chaque fois qu'on fait cette opération, on sélectionne un individu. Et on se rend compte que suivant la taille du tournoi, si par exemple la taille est de 3 ou de 2, eh bien on va avoir une pression sélective moins importante que si la taille du tournoi est 80% de la population, ou la taille de la population. Si le tournoi est la taille de la population, on a le meilleur individu est exactement le meilleur individu de la population, donc on est dans une sélection complètement déterministe. Et si on a une taille de tournoi qui est petite, 2, 3, eh bien on a une sélection qui donne très peu de pression sélective. Donc c'est un élément, c'est une technique qui est algorithmiquement très efficace et puis qui permet de gérer notre pression sélective de façon efficace. Donc retenez bien pour l'opérateur de sélection, il ne faut pas trop courir après le meilleur individu, et il ne faut pas trop peu non plus courir après le meilleur individu. Donc ni trop, ni trop peu. Alors,
Dans ce qui va suivre, heu, ce qui est important pour, distinguer, finalement les opérateurs, c'est, la façon dont l'individu est représenté. Et donc suivant la façon dont l'individu est représenté, croisement et mutation, donc ce qu'on appelle, les opérateurs génétiques, et bien vont être, s enfin les opérateurs génétiques vont être spécifiques à la représentation. Alors un premier exemple que je vous donne, c'est ce qu'on appelle la représentation discrète ou, ce qui, correspond au courant algorithme génétique. Et donc là, chaque individu est représenté par une chaîne binaire de longueur fixe, donc une chaîne de 0 et de 1. Et là-dessus, eh bien, faire des croisements, ce qui a été proposé, ce qui a été expérimenté, c'est de dire: «Bah, voilà, on va faire, finalement quelque chose qui est un exemple très, très simplifié de ce qu'on sait du croisement biologique, par rupture et alternance de brins d'ADN. Voilà, et donc là, on dit, ben, par exemple, le parent 1 qui est représenté en vert, le parent 2 qui est représenté en blanc, eh bien, il va pouvoir fabriquer 2 descendants en tirant aléatoirement une zone de coupure, la petite barre verticale, et puis on échange les brins et ça nous fabrique 2 descendants. Ça, c'est vraiment le croisement canonique de l'algorithme génétique, c'est ce qu'on appelle le croisement à un point. Alors évidemment, ce croisement à un point peut être sophistiqué. On peut aller et dire: «Bah, maintenant on va faire de croisement à 2 points ou à N points». L'idée, c'est de tirer, au lieu d'un point, plusieurs points, donc par exemple 2 petites, zones verticales qui disent: «Bah, voilà, entre ces 2 zones-là, il y a cassure», et ensuite on alterne les brins pour fabriquer les descendants. L'extrême, qui est le croisement à N points, N étant variable, c'est ce qu'on appelle le croisement uniforme. Donc soit on peut l'implémenter en disant: «Je vais tirer aléatoirement le nombre de points de croisement, puis ensuite je tire aléatoirement la position de chacun des points de croisement, puis ensuite je fais l'opération que j'ai décrite, plus haut». Ou bien je peux regarder gène par gène pour le parent, et puis je vais, avec une probabilité 1/2, affecter le gène vert par exemple au parent 1 ou au parent ou à l'enfant 1 ou à l'enfant 2. Voilà, et donc ça nous permet de fabriquer, un croisement qui a une tendance à mélanger un peu plus, les informations entre les parents. L'idée de base du croisement, c'est de mélanger les informations, entre, les gènes parents. Voilà. Alors, de la même façon, la mutation, heu toujours, dans le cadre discret, elle, qui vise à une petite perturbation du génome, peut être implémentée de la même façon, enfin d'une façon assez similaire, en disant: «Ben voilà, on va regarder chacun des gènes de mon parent, et puis je vais les scanner, et puis avec une probabilité PM, probabilité de mutation, très faible et fixée, je vais, décider si ce gène-là, il va être changé, il va être, flippé, enfin il va être, changé, soit un 1 en 0, soit un 0 en 1. Et puis, les autres restent, identiques. Voilà. Donc ça nous fabrique un descendant qui est une petite perturbation du parent. Alors, cette question-là a été, très étudiée, et en particulier en théorie. Et donc on a par exemple montré que ce type de probabilité ce type de mutation permet de fabriquer des algorithmes dont on sait qu'ils convergent d'un point de vue théorique. Donc il y a des théorèmes qui montrent que la convergence, alors pour une population de taille infinie et en un temps infini, que ce processus-là, avec mutation seulement, mutation, algorithme génétique, eh bien, on peut prouver que si la probabilité de mutation décroît à chaque génération en respectant une borne qui est, 1/2, K1 moins 1 sur ML, M étant la taille de population et L la longueur de chromosome, eh bien, on va prouver que ce processus-là converge vers l'optimum global de la fonction, quelle que soit la fonction considérée, quel que soit l'espace de recherche. Donc c'est un résultat très rassurant, très très théorique, mais très rassurant. Alors évidemment, d'un point de vue pratique,
c'est pas forcément extrêmement utile, puisque l'idée c'est de dire: «Bah, voilà, je pars de 1,5, donc une probabilité de mutation de 1,5, c'est quand même une perturbation assez énorme sur l'individu, et puis, je décroît au fur et à mesure des générations, et si on fait un petit test en regardant, des valeurs typiques de M et de L, on se rend compte que la vitesse de décroissance en fonction de la génération K, elle est très, très lente. Mais, comme ça, on prouve qu'on peut converger dans le cas le pire. Dans la vraie vie, sur des problèmes, réels avec, des algorithmes réels, eh bien, on peut montrer que, heu, la le on peut faire décroître la probabilité de mutation plus rapidement que cette borne-là, et donc du coup, on peut avoir finalement un algorithme qui, au début, est très mélangeant, une mutation qui est très secouante sur les individus, et puis qui, peu à peu, heu, va être de plus en plus, je dirais discrète, et va en fait, orchestrer des recherches de plus en plus locales. Voilà, et donc ce principe-là, on a montré que ça marchait très bien. Donc ça peut être une piste aussi pour apprendre à régler, nos algorithmes. Nous allons maintenant voir un exemple qui est celui du problème WONMAX. Alors c'est ce qu'on appelle un exemple joué, un exemple très simple mais qui sert, pour tester tout un tas de stratégies et comprendre un peu comment fonctionnent les algorithmes. C'est aussi un exemple qui est un problème qui est utilisé, pour, les modélisations, théoriques et certains benchmarks. Alors, l'idée, c'est d'avoir un individu qui est une chaîne binaire de longueur fixe, donc qui, agit, enfin qui subit, le moteur évolutionnaire de type algorithme génétique, avec une mutation qui est une mutation, av à binaire telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, et puis un croisement à un point. Et le but, la fonction qu'on optimise là-dessus, c'est le nombre de 1 dans la chaîne. Donc on voit que, bah, l'optimum est tout simple à trouver, c'est des 1 partout. Alors comment se déroule, l'algorithme génétique sur ce problème WONMAX? Alors dans ce slide, j'ai tracé à chaque génération le max, le min et la valeur moyenne d'une population, alors je ne sais plus, il devait y avoir, 25 ou 30 individus, de longueur 32 bits. Voilà, et alors on voit qu'à la première génération, le meilleur individu est à 21,1 dans sa chaîne, le plus mauvais à 11,1, et qu'en moyenne, ils en ont 15,76, qui correspond à une moyenne qu'on peut attendre d'un tirage aléatoire uniforme sur 32,01. Donc, voilà, on a une population initiale, la génération 0, qui est aléatoire. Et on voit que entre la génération 0 et la génération 12, on voit que le meilleur individu, le max, euh, croît assez rapidement vers 32, qui est la valeur optimale, puisqu'en fait on a des chaînes de binaires de longueur 32. Donc il a rempli sa chaîne de 1. Voilà, et donc on voit cette première phase qui, en fait, voit que la population pousse son meilleur individu vers l'optimum global. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on laisse se dérouler l'algorithme après ça? On voit qu'entre la génération 12 et la génération 23, la population, peu à peu, s'uniformise et que tout le monde finit par avoir la valeur 32, donc 32,1 dans sa chaîne. Et ensuite, si on laisse se dérouler la suite, on voit que la population stagne. On est rentré je dirais, en sommeil pour la population. Donc on voit que, et là-dessus aussi c'est intéressant de voir que finalement la problématique d'arrêt de l'évolution, elle est importante parce qu'il faut arriver à arrêter finalement la population. euh, alors même si théoriquement on dit que le processus converge et donc que théoriquement il arrêterait à la génération 23, en fait tout ce qui se passe entre 12 et 23, d'un point de vue très pragmatique, très algorithmique, eh bien, n'est pas forcément intéressant dans un cadre d'optimisation. Si on cherche l'optimum, il faut s'arrêter à la génération 30, à la génération 12. Donc savoir à quel moment on a poussé le meilleur optimum, le meilleur individu de la population sur l'optimum, et que la population commence à se resserrer autour de cet optimum.
Voilà, donc en résumé, 2 phases. Une première phase où le meilleur individu est poussé sur l'optimum et ensuite une deuxième phase où on voit que le meilleur individu attire toute la population vers lui pour se stabiliser. Donc on a un exemple là, type, qui est suffisamment simple pour montrer l'effet, théorique, qui est établi, par différentes analyses, mathématiques. On vient de voir les opérateurs qui fonctionnent sur un espace discret, donc qui sont des opérateurs d'algorithmes génétiques. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on considère que notre espace est continu, qu'on a une représentation continue. Ça veut dire que la recherche se fait non plus dans l'espace des chaînes binaires de longueur L, mais dans R puissance n. C'est-à-dire qu'un individu est un vecteur de R puissance n. Alors, dans ce cas, on peut avoir des croisements et des mutations qui ont une signification, qui sont continues et qui ont une signification géométrique. Exemple, donc il y a d'autres exemples, hein, mais l'exemple du croisement barycentrique est tout à fait clair sur ce point. Donc imaginons qu'on ait deux parents, X et Y, qui sont des vecteurs, donc XI et YI. On peut fabriquer un descendant, un enfant, X', par, en gros, combinaison des composantes du vecteur. Et on peut très bien choisir aléatoirement le paramètre qui régit cette combinaison. Donc pour fabriquer, alors si alpha est choisi pour toutes les composantes du vecteur, donc s'il choisit une fois pour toutes les composantes du vecteur, on a ce qu'on appelle un croisement barycentrique, où en fait x' est égal à alpha fois xi plus 1 moins alpha fois yi. Là, c'est l'équation qui est écrite en vert sur le transparent. Alors, du coup, on peut poser une signification géométrique à ce croisement, c'est-à-dire fabriquer des enfants qui sont intermédiaires entre les deux parents. Si on est dans un cas de croisement barycentrique où alpha est tiré une fois pour toutes les composantes, on est dans un cas où l'enfant est situé sur la droite joignant les deux parents x et y. Alors, il peut se trouver, si alpha est choisi dans l'intervalle 0,1, il se trouve entre les deux. Si alpha est choisi dans un intervalle plus large, moins epsilon, 1 plus epsilon par exemple, eh bien on peut se trouver sur la droite, mais on peut se trouver joignant les deux parents, mais à l'extérieur. On peut aussi envisager un croisement barycentrique qui dit, maintenant, alpha est choisi aléatoirement à chaque fois pour chaque composante du vecteur. Et donc dans ce cas-là, on fabrique un enfant qui non plus sur la droite joignant les deux parents, mais à l'intérieur d'un volume qui est l'hypercube défini par les deux parents, dont les deux parents sont deux sommets diagonaux opposés. Voilà, donc ça, c'est une façon d'aller fabriquer une méthode d'exploration d'un espace continu. Et de toute façon, avec exactement le même schéma, le même moteur évolutionnaire, simplement les opérateurs vont permettre d'aller explorer soit de façon continue, soit de façon discrète. La mutation, elle, de la même façon, elle qui vise à faire une petite perturbation autour de l'individu, X, donc X' étant X plus une petite perturbation, on peut très bien dire que c'est l'ajout d'un bruit gaussien, l'ajout d'une loi normale centrée de rayon sigma. Et donc sigma va déterminer finalement la largeur moyenne la distance moyenne entre X et X'. Voilà, et donc encore une fois, sigma peut être tiré une fois pour toutes les composantes du vecteur, ou bien composante par composante. Et dans ce cas-là, on va avoir différentes propriétés de cette mutation. Vous notez que, justement, on avait un paramètre probabilité de mutation, vient s'ajouter le paramètre sigma, qui est la largeur de mutation. Alors, justement,
dans le cadre de la stratégie d'évolution, l'école germanique, ça les a amenés à proposer des trucs un peu sophistiqués, puisqu'en fait, on s'imaginait que sigma pouvait, comme PM, varier, soit en fonction de l'évolution, du temps d'évolution des populations, ou en fonction de la valeur obtenue, la valeur de fitness obtenue, ou la valeur de fitness de l'individu X, ou enfin bon, il y a différentes stratégies qui sont envisageables, c'est ce qu'on appelle les stratégies adaptatives. Et on peut aussi envisager la stratégie auto-adaptative, en disant sigma, c'est difficile de le régler, on va le considérer comme un quelque chose qui est associé à notre individu, donc on va considérer un nouvel individu qui est x virgule sigma, donc on plonge notre problème dans un espace de dimension plus grande, mais en fait la mécanique évolutionnaire va prendre en charge le réglage du sigma, du coup. Bon, et du coup, là, on peut avoir des formules où, en fait, l'individu est muté à partir de, sigma prime qui lui-même est, issu d'une mutation, alors là, cette fois-ci exponentielle, de paramètres tau. Bon, alors ça donne une stratégie assez complexe, mais on a montré que malgré le fait qu'on remplace un paramètre sigma difficile à gérer par un autre paramètre tau dont on ne sait pas forcément s'il est facile à gérer, expérimentalement, on se rend compte que le tau est plus facile à gérer et moins, enfin a une influence moins violente sur le comportement de l'algorithme. Donc il est plus facile à gérer. Donc ça, vous verrez ça au cours des TP d'application, de vos premiers TP d'application, vous verrez comment on peut régler ces paramètres de façon à ce que l'algorithme aille ni trop vite, ni trop peu vite, etc. Voilà, donc ça c'était l'exemple des stratégies d'évolution. Nous avons vu comment un moteur évolutionnaire peut être utilisé pour explorer un espace discret avec les algorithmes génétiques et un espace continu avec les stratégies d'évolution. On va voir maintenant que ce moteur évolutionnaire peut être utilisé pour faire des choses encore plus bizarres ou exotiques et qui correspondent à finalement faire une recherche dans un espace fonctionnel. Alors, l'idée, et c'est l'idée d'un chercheur américain qui s'appelle John Koza, qui est une personnalité du domaine, qui est quelqu'un d'assez spécial, d'assez marquant, qui a finalement proposé de façon un petit peu perturbante, de dire voilà, on peut utiliser le moteur évolutionnaire pour créer des programmes sans programmer. Son idée, c'est de dire bah, mon individu est un programme. Alors en fait, plus précisément, son individu dans un algogénétique, c'est une formule mathématique représentée à l'aide d'un arbre. Et donc, si notre individu est une formule mathématique, donc là je donne un exemple dans cette slide où on voit que la fonction 1 plus x multiplié par 2y plus cosinus x est facilement représentée sous forme arborescente. Alors ceux qui connaissent la notation polonaise inversée reconnaîtront un petit peu le principe. Voilà. Et donc l'idée c'est de dire, ben voilà, maintenant nos individus, ce sont des arbres, ce ne sont plus des chaînes ou des vecteurs, ce sont des arbres. Des arbres qui contiennent des composantes qui sont des opérateurs ou des valeurs 1, 2 ou des paramètres x, y. Voilà. Des opérateurs binaires, plus, multipliés, des opérateurs unaires, cosinus. Et donc l'idée, c'est de dire, ben maintenant, on va faire des opérateurs génétiques qui vont être capables de faire évoluer ces structures qui sont de taille variable. Donc la nouveauté, eh bien, c'est de fabriquer un croisement qui permette de gérer, de faire varier la taille aussi bien que la composition de ces arbres. Et l'idée très très simple, c'est de dire, ben voilà, si on a deux parents et si on choisit deux arbres, deux nœuds dans leur arbre, et puis qu'on croise, finalement qu'on échange
comme la mutation à un point de la mutation binaire, on échange tout ce qui est en dessous du nœud 1 et en dessous du nœud 2, on va fabriquer deux descendants qui sont une combinaison, un mélange des deux parents, mais voilà, avec des parents qui, cette fois-ci, vont se retrouver avec un nombre de nœuds qui sera différent. Donc on a un moteur qui est très simple, qui consiste au lieu de... Alors vous vous rappelez le principe du croisement à un point dans le chromosome binaire, c'est de dire bah, je tire une position qui est la même pour le parent 1 et le parent 2. Là, ici, on tire une position pour le parent 1, une position pour le parent 2, et on échange ce qu'il y a en dessous. Ce qui fait que ça fait varier aussi bien la composition que la taille des individus. Alors, le croisement est assez direct, et en fait, les premières implantations de la programmation génétique, c'est comme ça que l'a appelé John Kosa, eh bien, c'était en utilisant uniquement du croisement. Et puis, peu à peu, on a commencé à transposer, à utiliser les mutations. Et l'idée des mutations, eh bien, c'est de faire varier, de faire des petites variations, toujours pareil, des arbres. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, on a affaire à différentes catégories de nœuds. Soit on a des nœuds qui sont des opérateurs, unaires, binaires ou autres, et d'autres nœuds qui sont des valeurs réelles ou entières, et encore d'autres nœuds qui sont des paramètres de notre problème. Et donc ici, pour faire évoluer la formule, pour faire muter la formule, on peut très bien choisir le nœud qui est le nœud 1, et puis en fait lui appliquer une mutation réelle, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, en rajoutant un petit bruit ou une valeur normale, sigma, ce qui fait qu'on transforme le 1 en 0.9. De la même façon, on peut aussi, donc ça c'est intra-catégorie, ça c'est ce qu'on appelle une mutation intra-catégorie, et puis on peut aussi avoir des mutations extra-catégorie, où en fait, quelque part, on va changer un des nœuds en autre chose qui pourrait être un opérateur, ou changer une variable en valeur réelle, ou voilà. Donc finalement, il n'y a pas une mutation de programmation génétique, il y a une série de mutations de programmation génétique. Et avec, finalement, alors c'est présenté un petit peu, ça n'a pas été tout à fait élaboré comme ça, mais finalement, les éléments communs avec les algogénétiques résident juste dans le changement, dans l'ensemble du moteur, et puis finalement les différences, c'est juste ces mutations et ces croisements. Voilà, et juste en changeant ça, on va fabriquer des algorithmes qui sont capables d'apprendre des formules mathématiques, d'optimiser des formules mathématiques, de faire ce qu'on appelle de la régression symbolique et des choses comme ça. Et c'est un pan énorme de recherche dans ce domaine-là. Donc ça fera l'objet d'un cours entier que vous aurez en séance, je ne sais plus, 3 ou 4, avec Alberto. Je vous ai donné jusqu'à maintenant un panorama assez rapide de ce que sont les algorithmes évolutionnaires. Je conçois que j'ai fourni une quantité d'informations assez importante, donc je pense que c'est bien qu'on fasse une petite pause ici pour faire un résumé des notions principales que j'aimerais que vous reteniez sur ces techniques. Donc la première notion, qui est assez caractéristique, c'est que ces techniques fonctionnent sur des populations de solutions. Elles effectuent une sorte de recherche en parallèle grâce au fait qu'on maintient un ensemble de solutions, et on fait évoluer un ensemble de solutions à un problème plutôt qu'une seule solution. De façon corrélée, ces techniques, suivant la façon dont on représente les solutions, vont permettre d'explorer des espaces discrets, des espaces continus ou des espaces plus complexes. Voilà. Deuxième point qui ne nous a peut-être pas encore sauté aux yeux, c'est le fait que la fonction qu'on optimise, elle est utilisée uniquement dans l'étape de sélection. Et en fait, elle est utilisée uniquement pour fabriquer une probabilité de sélection ou un classement. Donc en fait, on n'a absolument pas besoin que cette fonction soit continue ou dérivable. Ce qui fait que ces techniques
sont adaptés à des fonctions dites difficiles qui n'ont pas ces propriétés de continuité, de dérivabilité. Ça peut même aller jusqu'à des techniques qui utilisent des interactions avec d'autres machines, des interactions avec un humain, des choses vraiment complexes et originales. Donc ça, c'est un pan d'utilisation de ces techniques-là qui est tout à fait passionnant et tout à fait original, qui va au-delà de l'optimisation classique au sens où on la pratique assez souvent. Ensuite, le déroulement de l'algorithme. La population converge. Et converger pour cette population, ça veut dire se concentrer autour de l'optimum global. Donc il y a des résultats théoriques pour certains modèles très simplifiés, il y a des résultats pratiques, expérimentaux, en faisant tourner un certain nombre de choses, et donc du coup on s'est rendu compte qu'il y avait des stratégies, il y avait des combinaisons d'opérateurs qui étaient plus efficaces sur certains types de fonctions que sur d'autres. Ensuite, la notion d'efficacité, qui est la vitesse de convergence et la précision de la solution, de l'approximation de l'optimum global, ça dépend, d'énormément de choses. Tout bêtement parce que ces techniques-là permettent des choix d'opérateurs, de représentation, de paramètres qui sont très, très nombreux. Donc on peut très bien se tromper et avoir des algorithmes qui fonctionnent assez mal si on ne règle pas bien les paramètres ou si on se trompe dans la représentation ou le codage. Et puis, avec un même algogénétique, un autre algogénétique programmé dans un esprit différent pourrait être effectivement extrêmement efficace. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez crucial, cette question de régler et de fabriquer l'algorithme génétique. C'est pas une boîte noire qu'on utilise comme ça, c'est vraiment un algorithme qu'on fabrique exprès pour notre problème. Évidemment, plus une fonction est difficile, plus une fonction est irrégulière, et plus eh bien, l'algorithme a du mal aussi à converger. Donc la plupart du temps aussi, souvent, on utilise l'algorithme évolutionnaire et on utilise finalement la stratégie de cette technique qui peut être un peu lourde, un peu difficile à mettre en œuvre pour des fonctions sur lesquelles ça vaut le coup. Voilà. Et évidemment, les temps de calcul, ça peut être très très long. Alors j'ai marqué en version séquentielle parce qu'on peut avoir des versions parallèles où là effectivement on peut avoir des performances assez remarquables. Et puis si on a le temps, dans le cours on vous montrera des exemples où on peut obtenir des comportements d'algorithmes en temps réel, qui réagissent en temps réel à des données ou des événements. Toujours dans le but de fixer les idées, j'ai construit ce petit schéma pour essayer de vous donner une vision d'ensemble de ces techniques d'évolution artificielle qui peuvent s'appeler algorithmes génétiques, stratégie d'évolution, programmation génétique, etc. Alors, donc ça dépend effectivement de l'espace dans lequel on fait évoluer notre population d'individus. Donc, traditionnellement, on appelle algorithmes génétiques les algorithmes qui font évoluer leurs individus dans des espaces discrets. Mais c'est bon, après, au fur et à mesure des années, il y a eu des extensions et on fabrique aussi des algorithmes génétiques sur des espaces continus, quelquefois juste en discrétisant l'espace, mais pas toujours. Donc voilà, ça c'est un premier courant. Après, il y a un courant qui concerne les stratégies d'évolution, qui fait vivre sa population dans des espaces continus. Donc ça c'est le courant germanique. Après, donc on a parlé aussi de la programmation génétique, qui présente finalement une recherche qui implémente une recherche dans un espace d'objets complexes, mais il peut y avoir aussi d'autres techniques, donc des techniques qui utilisent par exemple, qui s'appellent l'évolution grammaticale, qui font évoluer non plus des fonctions ou des programmes, mais des grammaires, ou alors des systèmes de classeurs, qui est une technique un petit peu plus ancienne, qui a été proposée par un des pionniers du domaine, John Holland, qui en fait fait évoluer
des règles d'un système expert comme une population. Et donc il a appelé ça système de classeurs. Voilà, donc voilà un petit peu la répartition. Après, il y a aussi des techniques qu'on appelle algorithmes mémétiques qui consistent finalement à hybrider différentes, stratégies, en gros intégrer éventuellement comme un opérateur génétique à l'intérieur d'un algo génétique des algorithmes qui sont des algorithmes de recherche locale, de descente de gradient, des choses comme ça, pour accélérer l'évolution des algorithmes. Et je me suis amusée un peu aussi pour vous aider si vous êtes intéressé à explorer un peu la bibliographie du domaine. Je dirais, il y a des personnes marquantes, il y a des auteurs marquants, comme par exemple David Goldberg, la personne qui a rendu célèbre les algorithmes génétiques et qui a fait que c'est quelqu'un qui communique très très bien, qui est assez médiatique, et donc il a fabriqué, il a écrit plusieurs livres sur les algorithmes génétiques et donc il a beaucoup beaucoup contribué à ce que finalement on croit d'ailleurs que l'évolution artificielle ce ne sont que des algos génétiques. Voilà, mais donc il a vraiment œuvré pour la connaissance de ces algorithmes. Après, il y a les gens qui ont participé, qui sont les, les acteurs je dirais, le courant germanique, comme Hans-Paul Schwefel, qui est parti à la retraite il y a une petite dizaine d'années maintenant, et qui a fondé toutes ces techniques d'optimisation numérique sur les stratégies d'évolution. Le personnage qui s'appelle John Koza, qui est quelqu'un qui a, qui a un itinéraire assez atypique et qui justement a pas mal perturbé la communauté avec ses idées en rupture, donc qui est un personnage extrêmement intéressant. Et puis aussi, par exemple pour les systèmes de classeurs, quelqu'un qui a euh, œuvré très tôt, qui s'appelle John Holland, dans les années 60, qui était quelqu'un qui a très vite vu l'intérêt des techniques d'évolution artificielle et qui, lui, appartenant au domaine de l'intelligence artificielle, a fait ce qu'il a appelé des systèmes de classeurs. Voilà, ça c'est un petit panorama du Wuzu. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnages dans cette galerie, mais bon, il fallait faire un choix.